Voyez la route tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue à ce webinaire series. Nous allons faire une série de webinaires sur l'éducation en Allemagne et surtout présenter le système éducatif allemand, les différentes orientations qui sont offertes aux étudiants en général et aux étudiants internationaux en particulier. Et nous aurons chaque week-end, peut-être, si Dieu le permet, un invité qui vit et travaille en Allemagne et qui a une bonne expérience à partager avec nous. Donc, pour ce soir, nous avons comme invité Monsieur Arnaud Yeptou, qui va premièrement se présenter, vous faire part de son parcours, de ses expériences académiques et professionnelles, et ensuite parler du système éducatif allemand dans son sens. Déjà, pour ma part, j'ai rencontré M. Arnaud Yeptou à la Diaconie l'année passée, qui est un enseignant des soins infirmiers et qui a le titre de docteur qui lui a été donné par la plupart de ses pairs. Et il va prendre le soin de vous expliquer ce qu'il fait et pourquoi c'est important de savoir la différence entre une formation professionnelle et les études en Allemagne. Donc, ça, c'est le thème de notre webinaire série et c'est M. Arnaud Yebdo qui va commencer le premier webinaire. Donc, sur ce, je vais passer la parole à M. Arnaud. Sachez que si vous voulez faire une présentation ou bien si vous voulez juste parler, tout est permis. Donc, vous pouvez partager votre écran si vous avez un PowerPoint ou si vous avez quelque chose à présenter ou bien juste donner les indications à titre personnel. Je vous donne donc la parole, monsieur Arnaud. Je te remercie. Vous m'écoutez tous, j'espère. Monsieur. Oui. J'ai été très flatté. J'étais très flatté par l'éloquence du docteur Lionel. Parce que peut-être moi, tu m'as nommé docteur, mais j'aurais dit honoris causa. Parce que dans la communauté, Ah oui, c'est vrai. peut-être je serais appelé docteur honoris causa. Mais en réalité, je ne suis pas docteur. Si j'étais en Italie, parce que voyez-vous, en Italie, quand vous avez votre diplôme de licence et de master, on vous appelle dottore. Dottore qui veut dire docteur. Pas comme voilà, le docteur PhD, après Bac plus 7, etc. Voilà, parce que les Italiens, quand même, sont très reconnaissants sur, voilà, pour ce qui concerne le parcours académique. On se dit, être diplômé, c'est quelque chose de magnifique. Alors, je suis Arnaud Yeptou, je suis infirmier diplômé d'État, donc camerounais, on va dire comme ça, d'origine, et camerounais de cœur, bien évidemment. Je commencerai par me présenter, parce que, bien évidemment, il y a eu beaucoup de choses, tu as dit beaucoup de choses qu'il faille qu'on détaille, mais je vais me détailler. Je vais me présenter aussi simplement. Je suis arrivé en Italie en 2010. Voilà. Donc, j'ai eu le baccalauréat en 2006. Je me rappelle encore de cette très belle année. Baccalauréat D. Et après le baccalauréat, j'ai fait les cours d'italien. Voilà, entre 2007 et 2009, j'ai réussi l'examen qu'on appelle TILS B2. Voilà. D'habitude, nous, on fait les cours. Pour ce qui concerne l'Allemagne, on se dit, bon, il y a le test DAF, il y a le TELC, etc. En Italie, c'est la CILS, c'est le CELI. Il y a d'autres nominations qui permettent d'avoir accès à l'université. Donc, je suis arrivé en 2010, après heureux de sélection à l'ambassade, etc. J'avais comme première intention de faire médecine. La plupart de mes amis aujourd'hui sont médecins. J'étais jeune, j'avais 22 ans. Là, je suis arrivé et puis bon, voilà, j'ai décidé de faire les soins infirmiers. Pourquoi? Parce que c'était un parcours court et aussi parce que j'avais une vision assez lointaine de l'après-diplôme en soins infirmiers. Parce que j'avais fait des recherches, j'étais déjà connecté sur Internet depuis, etc. Je me suis posé la question, quelles sont les ouvertures après? Et bien évidemment, je n'avais pas tort parce que il y avait des masters, il y avait la possibilité d'étudier jusqu'au PhD, d'enseigner, de faire les mêmes choses que les autres filières.
Voilà, les soins infirmiers étant voilà, une science aussi holistique et quasiment complète, comptée dans les sciences humaines, etc. On aura l'occasion d'entrer et de détailler. Bon, de toutes les façons, j'arrive en 2010, je m'inscris en faculté de médecine à l'université de Gênes en Italie. C'est une très belle université au sud-ouest de l'Italie. Je fais 3 ans d'études en soins infirmiers. Voilà, donc ça se passe très bien. Je suis très content, j'obtiens ma licence et ensuite je fais beaucoup d'autres choses entre-temps. Je n'aime pas trop raconter mon parcours parce que c'est long. Même quand je fais les entretiens de travail, c'est vraiment long, en fait. C'est très complexe parce qu'on quitte de X à Y, etc. Parfois, les recruteurs ne comprennent pas, effectivement, où je voulais en venir avec tout ce parcours. Mais je vais simplifier en disant qu'après ma licence, voilà, j'ai fait un Master 1 en Italie, toujours à l'université de Gênes. Ça concernait l'hémostase et les thromboses, voilà, tout ce qui concerne les maladies du sang, la coagulation, etc., la dialyse. Et après, je décide de voilà, travailler 1 an, 2 ans en France, en Italie. Et par la suite, on me refuse un titre de séjour parce que j'ai aussi vécu j'ai eu des déboires, il faut dire la vérité au niveau de ma carrière professionnelle. J'ai eu des déboires. J'arrive en France bien, tout feu, tout flamme. Je suis très content. Je travaille dans une zone reculée. On me dit, bon, il y a la plage, je signe le contrat. Et après, je me vois refuser un permis de travail pour motif que j'ai commencé à travailler avant de demander un permis de travail. Parce qu'on doit demander un permis de travail avant de commencer à travailler. C'est Avant de... pareil, hein, en Allemagne, etc. Tout à fait. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas? Il y a l'Allemagne, j'ai la famille en Allemagne, j'étais en Allemagne constamment. Je suis souvent venu en Allemagne. Depuis 2011, je viens en Allemagne au moins une fois par an. Ce qui fait que, quand même, je connais un peu le milieu. J'étais à Mainz, j'étais à Dortmund, j'étais un peu partout. Je me dis, pourquoi pas? Il faut que je monte en Allemagne. Alors, je monte en Allemagne. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes infirmier en Allemagne, vous, vous êtes très bien, en fait. Vous ne manquez pas le travail, vous êtes approché, on vous approche un peu de partout, à gauche, à droite. Et là, je me fais justement approcher par un recruteur, un directeur de maison de retraite, de maison de repos Flegeheim, qui me dit non, voilà, on te paye, on te donne le logement, on te paye les coûts de langue, on te fait la paperasse, etc. Mais à condition que tu travailles avec nous pendant 2 ans. Bon, j'accepte, je monte. Je viens à l'hospitation parce qu'il y a cette partie-là du recrutement, on te demande de venir d'abord voir, en fait, comment est-ce que ça se passe, est-ce que tu serais satisfait, est-ce que ça te plaît. Bon, je viens, je fais 2 jours d'hospitation et après, je décide de ne pas accepter, de décliner l'offre. Ouais. Parce que j'avais économisé beaucoup de pognon, beaucoup d'argent et j'étais capable de payer mes cours de langue personnellement, de m'intégrer. Personnellement, j'étais capable. En fait, je ne voulais pas dépendre. Voyez-vous, quand vous arrivez, vous avez de la compétence, mais vous êtes bloqué à travailler 2 ans quelque part, vous dites non. Faites conscient de cette compétence. Et j'étais déjà bien conscient de cette compétence. Je vais donc à Dortmund, je fais les cours de langue, B1, A1, A2, jusqu'au C1. Parce que l'objectif était de continuer un master en Pflegewissenschaft à Fulda, par exemple. Il y a beaucoup, on aura l'occasion d'entrer dans les détails. Donc, pour raccourci, c'est là que je fais les cours de langue. Je fais la reconnaissance de mon diplôme et ensuite, je travaille comme infirmier. Donc, voilà, je suis infirmier diplômé d'État. Je travaille en Allemagne, à Kiel, tout près de Strasbourg. Et par la suite, après le travail, j'ai décidé de faire d'autres formations, voilà, comme Praxisanleiter. J'ai décidé de faire un master à l'Université Paris-Sorbonne en gérontologie, ce que j'ai fait. Ça a été une très belle expérience. Par la suite, à Strasbourg, là à côté, j'ai fait un diplôme interuniversitaire de pédagogie, de santé. Voilà, et puis, voilà, en Allemagne, j'ai décidé de faire le Weiterbildung, formation continue de Praxisanleiter, de mentor pour encadrer les étudiants en stage. Et par la suite, un parcours en psychologie, un parcours en pédagogie à l'INSPE. Bon, c'est très long. Je préfère m'arrêter là, sinon on passerait vraiment toute la soirée à parler de moi, en fait.
Waouh, ça c'est vraiment très impressionnant comme parcours. J'ai dit que vous étiez docteur et effectivement, vous avez même plus qu'un parcours de docteur parce que vous êtes parti de la formation aux études. Donc, euh, c'est un parcours vraiment très brillant et surtout, ça continue parce que si vous continuez à parler de votre parcours, on ne va pas en finir. Donc, déjà, je pense que c'est un parcours vraiment très remarquable. Vous avez beaucoup œuvré de la formation aux études, de la profession à l'académie. Et j'aimerais que sur ce pas, on puisse entrer dans le vif du sujet de ce soir. Il s'agit de traiter de la question de savoir la différence entre la formation professionnelle, parce que vous avez dit que vous étiez infirmier de formation, infirmier diplômé d'État, qui est une formation professionnelle, et les études supérieures, c'est-à-dire vous avez une licence, un master, un doctorat. Euh, c'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une relation entre la formation professionnelle et les études supérieures? C'est une très belle question. Vraiment, jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'infirmiers en Allemagne se posent cette question. Dans la réalité, des étudiants aussi qui parfois me posent cette question, mais quelle est la différence? Parce qu'il y a des nouvelles perspectives qui s'ouvrent. On aura bien évidemment l'occasion d'en détailler. Mais je voudrais déjà dire d'emblée que le débat qu'il y a entre la formation et les études supérieures se fait dans certains contextes. Moi, je vais parler de contexte territorial. Quand vous regardez l'Allemagne, ce débat est encore d'actualité, mais quand vous regardez les pays comme l'Italie, la France, la Belgique même, qui est passé de la formation, qui a quasiment académisé la formation en Belgique. Vous arrivez en Angleterre, vous arrivez en Espagne, vous arrivez dans d'autres pays, c'est complètement académisé. Donc, on a une académisation totale. Donc, on ne parle plus de formation, mais d'études. Parce que, bien évidemment, ce n'est pas que le secteur des soins infirmiers. On tend à professionnaliser presque tout. Donc, les filières académiques simples ont tendance à se professionnaliser et les filières professionnelles, comme tu l'as si bien dit, Dr Lionel, ont tendance aussi à s'académiser. Alors, quelle est la différence? La différence, c'est tout simplement, pour le cas de l'Allemagne, parce que j'ai eu une très belle expérience en Allemagne, la différence se situe au niveau du contenu de la formation. C'est le contenu et l'organisation des études. Parce que bien évidemment, il y a des similitudes, il y a beaucoup de similitudes, mais il y a aussi des différences. Alors, au niveau des similitudes, on va parler du nombre d'années. Nombre d'années, que ce soit la formation, que ce soit les études, pour le cas de l'Allemagne et d'autres pays, la durée de formation, la durée d'études ou la durée du cursus, parce que je pourrais parler du cursus, c'est 3 ans. Voilà, divisé en 6 semestres. Bien évidemment, il y a des parcours académiques qui vont durer 4 ans, 3 ans et demi, etc. Mais en général, c'est 3 ans. Une autre similitude, une autre forte ressemblance, c'est le contenu. Qu'est-ce qu'on fait dans la théorie et dans la pratique? On fait quasiment les mêmes choses. Ça veut dire que moi qui ai fait des études à l'université, celui qui a fait sa formation en Allemagne, au niveau de la pratique, on a quasiment les mêmes compétences. Ça veut dire que ma façon d'injecter, ma façon de poser une sonde vésicale, ma façon de faire beaucoup de choses, elle sera bien égale à celle qui a fait la formation. Donc, c'est ça. C'est tout pareil. Donc, voilà. Maintenant, au niveau du contenu théorique, là, je vais parler des différences. Les différences, c'est que la formation, elle est très basique. Elle est basique dans la mesure où, pour le cas de l'Allemagne, si vous voulez faire la formation, vous n'avez pas besoin du baccalauréat. Pour faire la formation en soins infirmiers, vous avez besoin d'un diplôme équivalent quasiment au BPC.
Voilà. Donc, tout le monde peut faire la formation. Le Ceux qui ont fait middle des life. études secondaires, tout à fait. Ils peuvent faire la formation, cela. Par contre, l'accès aux études supérieures est conditionné par deux aspects, toujours pour le cas de l'Allemagne. Pour d'autres pays, généralement, on a accès avec le baccalauréat ou alors, voilà, en général, à l'université. Mais pour le cas de l'Allemagne, quand même, il faut préciser qu'il faut soit le abitur, soit alors vous avez déjà fait une formation. Parce que quand vous avez fait les 3 ans de formation, voilà, comme infirmier, vous avez la possibilité d'avoir accès aux études universitaires avec la formation sans baccalauréat. Parce que la fin de la formation vous donne un niveau plus ou moins égal à celui du baccalauréat. Ce sont les similitudes parfois et les différences qu'il faille préciser. Je suis infirmier, j'ai fini ma formation. J'ai la possibilité de m'inscrire à l'université de Freiburg, par exemple, dans un parcours aménagé, on va dire, en Pflegewissenschaft ou alors en Pflegepädagogik. Donc, j'ai la possibilité de faire l'enseignant, etc. C'est ce que beaucoup d'enseignants en soins infirmiers ont fait d'ailleurs. Quand vous voyez des enseignants dans les écoles, etc., qui donnent des cours, ce sont d'abord les infirmiers qui sont par la suite allés à l'université avec le diplôme. Voilà, pour continuer. C'est aussi ça, en fait, la grosse similitude qu'il y a, la grosse ressemblance ou la complémentarité, c'est que la formation te permet d'avoir accès aux études universitaires. Parce que, bien évidemment, quand tu termines ta formation en soins infirmiers, tu n'as pas la possibilité d'avoir accès à un master. Bon, au niveau d'une autre différence encore qui est relevante, c'est le contenu, comme je l'ai dit en amont, c'est que l'université et le contenu en fait de formation à l'université est hyper centré sur la recherche en soins infirmiers, voilà, sur ce qu'on va appeler le Pflegeprozess, dans le processus des soins infirmiers, et c'est plus centré sur la scientifisation. Moi, je vais parler comme ça. Je vais appeler ça, c'est un néologisme. C'est plus scientifique, comme vous voyez. Celui qui a fait la formation, si vous lui dites, parlez-moi des théories des soins infirmiers, il va vous dire, il va vous gratter la tête. Il va se gratter la tête et dire, ça, j'ai jamais entendu parler, ou alors on nous a parlé de façon très basique. À l'université, on vous parle des soins infirmiers de fond en comble, l'histoire. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que les théories des soins se sont développées? Comment est-ce qu'on travaille scientifiquement? Les méthodes de recherche, la recherche en soins infirmiers. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des résultats scientifiques probants qui nous permettent d'améliorer notre compétence professionnelle et tout. Et c'est ça le travail de l'université. C'est ce que j'ai appris à l'université. C'est l'une des raisons pour lesquelles ma manière de travailler comme infirmier est totalement différente. Celui qui a fait la formation, il a ce qu'on appelle comment on va encore appeler ça? Il a ce qu'on appelle les expectant standards. En fait, expectant standards, ce sont les documents produits par des scientifiques, des gens qui ont étudié à l'université, qui ont fait la recherche, qui vous disent, pour bien travailler, pour bien faire une injection, il faut faire telle chose. Et ceux-là qui produisent ces expectant standards, ce sont des infirmiers qui ont étudié à l'université, qui savent faire la recherche, qui savent utiliser PubMed, qui savent utiliser la grosse documentation scientifique pour produire des résultats qui permettent à tout le monde d'être bien. Quand vous avez fait la formation, vous ne comprenez pas grand-chose à cela. Vous êtes focalisé sur votre argent et sur votre salaire. Donc, les similitudes et les différences, il y en a. Et ce qui est bien, en fait, à la fin, c'est pour revenir sur l'aspect essentiel, parce que là, c'est pour nos auditeurs qui sont dans d'autres pays, qui vivent en Allemagne, etc., et partout. C'est dit que dans le passé, quand vous étudiez, vous faisiez un bachelor, une licence en soins infirmiers, etc., vous n'étiez pas rémunéré. Il n'y avait pas de rémunération. Vous étiez à l'université, comme celui-là qui étudiait géographie, histoire, etc. Donc, vous étiez obligé de faire un job à côté pour subvenir aux besoins. Par contre, celui qui fait la formation a
un salaire, on va appeler ça comme ça. Ce n'est pas un salaire en tant que tel, mais aujourd'hui, c'est élevé quasiment à 1400, 1500. Quand vous commencez avec une formation, vous touchez déjà à la base 1450 euros brut. Voilà, tout au long de l'année. Deuxième année, pareil. Troisième année, vous retrouvez quasiment 1700 euros pendant votre formation. Vous n'avez plus besoin d'aller à l'univers, d'aller jobber, hein, d'aller faire les petits jobs pour payer votre loyer. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête, aller faire les déménagements, porter, voilà, les meubles lourds, etc. Vous n'avez plus besoin de tout cela. Par contre, avant à l'université, c'était les mêmes contenus, etc. Mais celui qui était à l'université devait aller travailler. Il n'était pas rémunéré. Mais il faut dire que bonne nouvelle, depuis 2024, il y a des circulaires, il y a une grosse circulaire, surtout dans le Baden-Württemberg qui est sorti, où il y a l'obligation, quand tu fais le dual studium. Donc, en France, on appellerait ça comment? L'alternance, c'est ça, non? Formation en alternance. L'alternance, voilà. Oui, formation en alternance. Voilà, quand tu fais une formation en Éducation en alternance, le alternance. dual studium. Tout à fait. Voilà. Et c'est bien d'utiliser ce thème parce que ça existe aussi en Allemagne. Quand vous décidez d'aller à l'université pour étudier les soins infirmiers, il y a cette obligation-là quand vous faites des stages, que vous soyez rémunéré comme des étudiants en formation. Parce que ça n'avait quasiment pas de sens que vous partez à l'université, vous faites des études universitaires, vous faites des études approfondies, vous êtes mieux formé sur la théorie, vous comprenez mieux ce que vous faites, mais à la fin, vous êtes lésé. En fait, ça n'avait quasiment pas de sens. Et Dieu merci aujourd'hui, il y a cette reconnaissance-là. Et c'est l'une des voies, il faut le dire, c'est l'une des voies les plus importantes pour pouvoir accéder à l'Allemagne, avoir un visa et gagner autant que ceux qui font la formation. C'est une alternative. Donc voilà, peut-être s'il y a d'autres similitudes et différences, on aura l'occasion d'approfondir parce qu'il y a encore beaucoup de choses à parler, mais en 45 minutes, on ne peut pas tout détailler. Voilà. Donc, merci. Vraiment, j'ai beaucoup apprécié le détail que vous avez donné. La formation professionnelle est une formation technique, beaucoup plus basée sur la technicité, la maîtrise de la pratique du métier. Et la formation, les études sont beaucoup plus théoriques, la théorisation ou la conception du métier, tout ce qui tourne autour de la connaissance dans ce métier et surtout comment philosopher, donc comment réfléchir au-delà de ce qui est pratique. Donc, je pense que vous avez bien présenté cela en parlant de votre parcours et aussi de ce que vous avez vu comme similitudes et différences. Celui qui fait les études apprend aussi la pratique d'une part en soins infirmiers, mais apprend plus que la pratique et fait beaucoup de théorie. Or, celui qui fait la formation apprend beaucoup plus la pratique et moins de théorie, donc est parfois limité lorsqu'il faut pousser la réflexion au-delà de l'intervention. C'est très bien présenté. Et pour ceux qui ne comprennent pas, dans les nouveaux bacheliers, par exemple, ceux qui font la formation, c'est un peu comme quelqu'un qui a son BEPC et décide d'aller faire une formation pour être garagiste, donc réparer les voitures, souder les moteurs. Il ne pourra pas avoir la même compréhension que celui qui a eu son baccalauréat et est allé étudier l'ingénierie mécanique et est venu maintenant se placer devant une voiture pour il connaît le mécanisme de fonctionnement, il connaît les théorèmes qui ancrent dans la physique, la mécanique d'un moteur, tandis que celui qui a fait la formation sur le terrain connaît juste comment les boutons sont montés, comment démonter les moteurs, comment souder la voiture. Et à chaque fois, il y a toujours cette différence qui peut paraître aux yeux de tout le monde. Donc, je pense que c'est un autre cas pratique. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose en complément. C'est très bien résumé. Pour dire que quand vous faites des études en pédagogie, vous avez une unité d'enseignement parfois qui s'appelle éducation comparée. Donc, s'il faut s'il faut se noyer dans l'éducation comparée, je dirais que les contenus de formation sont pareils partout.
Et Dieu merci, on aura l'occasion vraiment de détailler parce que je trouve que c'est très alléchant. C'est une occasion pour moi d'éclairer un peu la lanterne sur pourquoi est-ce qu'on a ces contenus de formation. Mais je voulais dire que que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en Belgique, il y a une loi européenne de 2000, je crois 2003 sur l'harmonisation des diplômes européens qui stipule que tous les diplômes d'infirmiers en Europe s'équivalent. Très important. Et de ce fait, en Italie, on parle d'études universitaires. En France aussi, on parle d'études universitaires, mais qui se passent dans les IFSI, voilà, les instituts de formation en soins infirmiers. Et dans le cadre de ces études universitaires, il y a, pour le cas de la France, quasiment 2100 heures de théorie et 2100 heures de pratique. Pour le cas de la France. Vous terminez, vous avez votre licence en soins infirmiers, ou alors pour le cas de l'Italie, vous avez des heures théoriques et des heures pratiques. Idem en Allemagne, vous avez quasiment, je crois, 2300, si j'ai bonne mémoire, 2400 de théorie et 2100 de pratique et 2100 de théorie. C'est le minimum en fait, 2100. À l'université, vous avez beaucoup d'heures de théorie, mais il vous faut tout de même un minimum d'heures de pratique. Au moins 2100, 2400. En fait, il faut faire la pratique. Et dans le cadre de la pratique, là, vous êtes rémunéré de toutes les façons. Donc, en termes de quotas d'heures, parfois, on peut avoir des quotas d'heures similaires. Je vais parler de la France, on peut avoir 2100 de théorie et 2100 de pratique. Il ne suffit pas d'avoir des quotas similaires pour déterminer la qualité. C'est une quantification. Mais en termes de qualité, c'est différent. Le contenu. Quand vous allez faire une formation, on suppose que vous êtes venu avec une formation en soins infirmiers. En Allemagne, par exemple, je prends beaucoup plus le cas de l'Allemagne parce que c'est là qu'on fait encore le débat formation-études. Dans les autres pays, c'est complètement académisé. Quand vous commencez la formation, vous êtes face, surtout quand vous êtes enseignant, vous êtes face à des étudiants qui n'ont presque pas de connaissances sur beaucoup de choses. L'anatomie et beaucoup de choses. Ce sont des étudiants qui découvrent encore. La preuve en est, vous allez voir, il y a beaucoup qui viennent du Cameroun, de l'Afrique, etc., qui viennent faire la formation avec un baccalauréat littéraire, avec un baccalauréat, je vais dire scientifique, technique, etc. Mais ils s'en sortent parce que la formation permet de descendre de l'échelle et d'enseigner des choses vraiment de façon basique, surtout au début, vous êtes en première année. C'est aussi pareil avec l'université. Sauf qu'à l'université, on vous pompe des contenus encore beaucoup plus intenses, où votre cerveau est appelé à travailler plus fortement et à réfléchir plus fortement. Donc, question pour moi de chuter et dire aussi que l'organisation, parce que j'ai parlé de l'organisation, je n'ai pas trop détaillé l'organisation, pour dire qu'à l'université, il y a des unités d'enseignement, il y a des épreuves, il y a des, comment on appelle ça, il y a des examens qu'il faille réussir obligatoirement. Parce que l'Allemagne encore est dans le système où un examen, on peut le faire maximum 3 fois. Vous échouez un examen plus de 3 fois, vous êtes obligé parfois de changer de filière parce que vous serez exmatriculé. Ça, c'est le cas de l'Allemagne. Oui. En Italie, vous pouvez faire une matière 10 000 fois, on n'a pas de problème. Tant que vous payez votre inscription, il n'y a pas de souci. Ça dépend encore des pays. Donc là, le débat ne peut que se focaliser sur des similitudes parce qu'il y a énormément de différences en fonction des pays différents sur l'organisation. Donc voilà, les examens. Dans le cadre de la formation, quand on fait de la formation, vous avez aussi des examens. Mais il y a 2 examens qui sont importants. Quand on fait de la formation en soins infirmiers, il y a ce qu'on appelle le Zwischenprüfung. Donc, l'épreuve de mi-parcours, c'est ce que vous faites quasiment à la fin de la 2e année. Et il y a le Abschlussprüfung que vous faites en fin d'année. Ce sont les examens les plus relevants. Donc, ce qui fait que vous pouvez avoir une note fière, 4, 4, 4 partout. Si vous ne réussissez pas le Zwischenprüfung, qui est l'examen de mi-parcours,
vous partez quand même faire l'examen final. Si vous réussissez l'examen final, vous êtes tout de même infirmier. Donc, c'est plus dévissé au niveau de la formation. Parce qu'on se dit la formation, bon, on a besoin d'infirmiers, tout le monde peut réussir. À l'université, c'est pas pareil. À l'université, ce sont les examens. C'est très difficile parfois, mais très facile quand vous faites l'université avec le cœur et quand vous savez ce que vous cherchez. Donc, il y a cet aspect examen où on s'est dit la formation, c'est plus dévissé, c'est plus tranquille. Là-bas, il y a moins de contraintes, mais l'université, il y a beaucoup de contraintes. Mais de toutes les façons, c'est très large, comme j'ai dit, il y a beaucoup de choses encore à détailler dans l'avenir, de toutes les façons. Ouais. Donc, merci vraiment, Monsieur Arnaud Yepto, pour ces détails. Je pense que là, on a beaucoup parlé de la formation en soins infirmiers et de la différence entre la formation et les études en soins infirmiers. Alors, pour avancer dans ce pas sur ce sujet, je pense qu'il est important de parler un peu en fait, de présenter un peu les opportunités qu'un étudiant qui a le baccalauréat au Cameroun, qui a fait des cours de langue, qui a peut-être le B1 ou le B2, et un peu présenter les options qui se présentent à lui pour les études en Allemagne ou pour la formation professionnelle en Allemagne. Parce que c'est en fait ça, le lien. Bon, je pense que là, vous avez bien parlé de la différence entre la formation professionnelle et les études dans le domaine des soins infirmiers. Maintenant, quelqu'un qui est au Cameroun, qui a son baccalauréat depuis 2000, bon, peut-être 2023, 24, 25, parce qu'ils sont nombreux qui ont eu les baccalauréats récents et qui ont fait des cours de langue, qui ont leur certificat B2 ou B1 actuellement. Alors, ils se demandent, est-ce que je vais en Allemagne pour faire des études en soins infirmiers ou bien je vais en Allemagne pour faire une formation professionnelle en soins infirmiers? Quelles peuvent être les options de choix que tu peux présenter pour ces étudiants et quelles sont les facilités, par exemple, à trouver des écoles ou à trouver des contrats de formation? Est-ce que les deux se valent? Est-ce que c'est facile d'avoir des contrats? Est-ce que c'est facile d'avoir des écoles qui peuvent ouvrir les portes à ces étudiants? Merci beaucoup. Ça, c'est une question très difficile à répondre, mais aussi très importante parce que c'est d'actualité. Et on voit beaucoup d'étudiants qui voilà, sont dans l'angoisse, parfois totale. Et c'est très difficile. Très difficile quand vous commencez avec des dossiers ou quand vous avez à conseiller des étudiants qui sont encore voilà, à l'extérieur. Il ne s'agit pas que du Cameroun, parfois même dans l'Union européenne, c'est très difficile. Voilà. Donc, je voudrais répondre à cette question en trois phases. En trois phases. Déjà, la première phase serait d'évoquer ici les raisons, les difficultés qu'il y a à recruter au niveau de la formation professionnelle. Parce que c'est d'actualité. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'étudiants qui font des cours de langue, etc., qui se disent non, il y a la formation professionnelle, on ne veut plus les études. On veut la formation professionnelle. Pourquoi? Parce que c'est plus facile. On ne met pas de caution. Ça casse moins de têtes. Les parents sont plus sereins parce qu'ils savent que de toutes les façons, quand ils investissent leur argent, vous allez arriver, vous allez faire la formation professionnelle, vous serez au moins bien et vous aurez l'occasion d'économiser un peu pour pouvoir retourner l'ascenseur. Ouais, c'est bien. Mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que le thème d'aujourd'hui est intéressant, il ne faut pas oublier que comme ces étudiants-là pensent, il y a des milliers d'autres étudiants qui pensent ainsi. Et l'Allemagne, c'est un pays hyper ouvert, il faut le dire. Il n'y a pas que le Cameroun. Il y a
notre pays. Donc, je voulais d'abord parler des difficultés pour la formation. Vu que j'ai dit, je vais détailler en 3 ou 4 phases, peut-être 2 phases si le temps nous permet. Donc, je préfère d'abord parler des difficultés qu'il y a. Au niveau des difficultés, il faut dire que l'une des premières choses, c'est le nombre de candidatures qui a quasiment doublé, pour ne pas dire triplé, parce que il y a de cela 10 ans, on n'avait pas autant de candidatures pour la formation professionnelle. Il n'y avait pas autant de candidatures. Ces 10 dernières années, le chiffre a exponentiellement explosé. Je vais dire comme ça. C'est élevé de façon exponentielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que le Cameroun. Il y a aujourd'hui, quand vous faites la formation des Marocains, il y a des Tunisiens, il y a des gens qui viennent des Philippines, il y a des Sud-Américains, il y a des Asiatiques aujourd'hui, il faut le dire, parce que l'Asie même commence déjà à s'intéresser à la formation. Ce qui fait que parfois c'est très difficile. Le nombre de candidatures est tellement élevé. Les Indiens. Et au niveau de l'Afrique, il y a, voilà, de l'Indien, justement, je ne sais pas si c'est l'Asie, je crois bien. Oui, Donc oui, là, oui, c'est exponentiellement, c'est-à-dire, aujourd'hui, on n'en revient pas. Parce que je peux vous dire, j'ai eu le contact de... Je travaille bien évidemment avec certaines écoles, avec certains practice lighter, des recruteurs, des structures. Parfois, les retours qu'on me donne, je peux vous rassurer que ce n'est pas facile. Un Flegedins lighter, qui est un major, je crois au Cameroun, le chef des infirmiers, c'est major, etc. Un major ou un recruteur vous dit, par jour, je reçois au moins 10 candidatures du Cameroun. Des bébés du Cameroun, dans les gens qui viennent du Cameroun par jour. Ne comptez pas le Maroc, hein. Ne comptez pas Madagascar, ne comptez pas l'Inde, ne comptez pas, voilà. Donc, en un mois, vous vous retrouvez avec 100 bébés, avec 100 bébés, donc 100 candidatures, alors qu'on n'avait que 2 places. Et dans les 100 candidatures, n'oubliez pas qu'il y a les étrangers en Allemagne qui soit sont dans leur procédure d'immigration, d'asile, qui sont soit réguliers, qui sont là avec leur famille, qui sont bien intégrés. Quand vous vous mettez à leur place, vous dites, OK, bon, je suis recruteur, j'ai bien un bon cœur pour l'Afrique, j'aime bien l'Afrique, je suis en Afrique tout le temps, etc. J'ai des candidats qui sont sur place, ils remplissent à tous les critères, ils parlent très bien allemand. J'ai des candidatures de l'étranger, qu'est-ce que je fais? C'est une question, première question. Vous donnez priorité directement à ceux qui sont là à côté. Voyez-vous? Parce que ça fait moins de procédures, ça fait moins de foires, ça fait moins de cracasseries. Et je peux vous rassurer, 95% des recruteurs vous diront pareil. Oui. J'ai beaucoup. Moi, j'ai une connaissance, un Camerounais qui est directeur de soins, Flegedins Light. Je vous dis que par jour, c'est au moins 5 à 10 candidatures du Cameroun. Très complexe. Très complexe dans la mesure où vous posez la question, vous dites, et sur place. Voilà. Ça, c'est l'un des facteurs. Le deuxième des facteurs, c'est que selon la loi en lien avec le Generalistische Pflegeausbildung, dans la formation en soins infirmiers nouvelle, chaque Pflegeeinrichtung, donc chaque structure de soins, a l'obligation d'avoir ce qu'on appelle les Praxisanleiter. Donc, les mentors ou les encadreurs des étudiants en stage. Si vous n'avez pas ces encadreurs des étudiants en stage, c'est peine perdue. Vous n'avez même pas le droit de recruter parce qu'il faut bien encadrer ces étudiants parce que selon la loi, il y a l'obligation d'accompagner individuellement les étudiants. Il y a cette obligation-là. Et, voyez-vous, dans chaque Pflegeeinrichtung, on va dire comme ça, structure de soins, chaque étudiant qui vient doit sortir au moins avec 40 heures d'accompagnement individualisé par un praxis anleiter. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde. Ce qui fait que
les Pflegeeinrichtungen qui n'ont pas de Praxisanleiter, des mentors en terrain de stage, sont obligés de ne pas recruter. Ils sont obligés de ne pas recruter. Ils veulent bien, parce que quand on recrute des étudiants, c'est pour le bien de la structure, vu que d'ailleurs, la formation, quand vous faites le house building, la formation, ça ne vient pas, l'argent qu'on vous paye ne vient pas des poches de votre employeur. Il va vous payer certainement le travail du dimanche, le travail des extras, des jours de fête, mais votre argent que vous recevez vient de l'État. C'est l'État qui paye la formation. Les 1 500 € que vous recevez, c'est l'État. Alors, un recruteur ne serait que content d'avoir autant de stagiaires pour faciliter le travail de son personnel. Oui. Ça ne serait que bonheur et gaieté. Mais il y a une autre épine qui vient comme l'épée de Damoclès qui dit il vous faut des Praxisanleiter. Malheureusement, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas beaucoup. Et beaucoup ne sont pas intéressés parce qu'il n'y a pas une grosse rémunération. C'est beaucoup plus épuisant. Les gens se disent bon, je travaille déjà comme infirmier, il faut encore accompagner les étudiants pour un montant minimal, ça ne m'arrange pas, je laisse tomber. Voilà la deuxième difficulté qu'il y a au niveau de la formation. Voilà. Pour que la lanterne comprenne bien pourquoi aujourd'hui c'est si difficile et complexe d'avoir une place en formation en soins infirmiers. Une autre difficulté, il faut dire, c'est tout ce qui est procédure administrative. Voilà, des raisons administratives, ce qu'on va appeler administrative Hürden. Donc, le recruteur va vous dire, OK, moi, je vous recrute du Cameroun, mais il est confronté à un problème. Le premier problème, d'abord, c'est le problème de Vorabzustimmung, parce que vous avez besoin de ça. Le recruteur doit remplir la paperasse, il doit remplir le contrat, etc. Il y a cette distance-là qui est tellement gênante pour les recruteurs. Ce n'est pas facile. Aujourd'hui, vous allez voir, on va vous dire le Vorabzustimmung, c'est compliqué, etc. Une autre grosse difficulté sur le plan administratif, c'est quoi? C'est la reconnaissance, le Anerkennung. La reconnaissance des diplômes qui viennent du Cameroun, qui viennent de l'Afrique, etc. La reconnaissance est devenue du Congo, etc., de partout, du Maroc, des autres pays. La reconnaissance du diplôme est devenue hyper complexe et compliquée parce qu'on exige aujourd'hui beaucoup de documents. L'un des documents ou alors l'un des critères qu'il faille remplir, c'est la présence sur le territoire. Oui. Votre reconnaissance passe plus rapidement quand vous êtes sur le territoire allemand. Si vous n'êtes pas sur le territoire allemand, je prends le simple cas de la région Baden-Württemberg ou le NRW, le Nordrhein-Westfalen, qui vous disent, si vous n'êtes pas sur le territoire allemand, on veut au moins une promesse d'embauche où l'employeur vous dit, nous, on vous promet, on vous certifie, on vous garantit l'embauche à condition que vous veniez avec un Anerkennung de vos diplômes, Schulabschlüsse. Voilà. Donc, vous venez avec ça. Et là aussi, c'est une épine. Parce que, on l'a évoqué plus haut, trouver un recruteur, c'est très difficile, d'abord. Et quand le recruteur là, vous dit même que, OK, il voit la létanie du document que vous demandez, Vorabzustimmung, vous demandez le contrat, il faut le contrat de l'école, bien évidemment, parce qu'il faut aussi organiser le contrat de l'école, il faut un entretien. Il faut un entretien parfois online, comme on le fait. Et beaucoup de recruteurs sont de l'ancienne génération. Ils vont vous dire avec l'Internet à distance, là, je ne suis pas dedans, c'est pas d'eau. Hein. Et Internet, parfois, qui manque au Cameroun, en Afrique, ça fait qu'on est dans les entretiens un peu avec le retard. Et comme vous connaissez les Allemands, par exemple, le premier jour où vous faites les cours d'allemand, on vous dit Pünktlichkeit. Ouais. On ne va pas regarder que la connexion. Hein. Donc, on doit être à l'heure. Ça caractérise l'Allemagne, docteur. Tu le sais bien. Tu sais que le retard, c'est pas toléré. Hein. Oui, c'est pas toléré. Voilà, que sur la connexion, etc., c'est pas toléré. Donc, il y a ces problèmes administratifs là qui concernent le Anerkennung, qui concernent le Vorabzustimmung, le contrat, etc. Et aussi le visa.
je vais retomber encore Le sur visa. l'une des difficultés que les structures ont. C'est quoi? C'est que le visa est un fardeau pour les recruteurs. Aujourd'hui, vous voyez dans les réseaux sociaux partout, vous avez des gens qui ont des contrats, qui ont des fois, tout le monde qui se voit refuser un visa. C'est plus une garantie. Le visa. Mhm. Oui, il y a des gens qui se font refuser le visa. Alors, peut-être on va dire, on va pleurer, on va pleurnicher, on va dire, ouais, franchement, j'ai beaucoup dépensé et tout. Mais il faut savoir que l'employeur qui vous recrute, il avait l'occasion de recruter quelqu'un à côté qui n'avait pas besoin de visa. Et quand vous venez à 2 semaines, 3 semaines, 1 mois de la rentrée, vous lui dites, malheureusement, je n'ai pas eu de visa. Il a une place qui est libre. Hein. Il ne peut plus recruter à moins de 2 mois, à moins d'1 mois. Parce que même si l'école est déjà fermée, l'école n'a plus de capacité. Et pour faire la formation, vous avez besoin de l'école et de l'employeur. Vous avez besoin des 2 contrats. Un L'employeur peut vous contrat de donner un formation contrat. théorique. Tout à fait. Et pratique pour l'école. Il faut Et ça. pratique. Sinon, il n'y a pas de rémunération parce que le système qui paye les étudiants, qui vit l'argent, doit s'assurer que, d'une part, l'employeur, le trigger a rempli, d'une part, l'école a rempli et les informations sont associées. Ce n'est que comme ça que l'argent est versé pour votre formation, les 1500 que vous recevez. Donc, même si l'employeur vous donne le contrat, il est perdant de toutes les façons parce que ça ne marchera pas. Il faut que l'école soit aussi associée. Et parfois, l'école n'a plus de place. Alors, quand vous dites à l'employeur à 1 mois que vous ne pouvez plus venir, ça l'handicape, hein? Il passe un semestre, il ne recrute pas, alors qu'il avait la possibilité. Lui, il gagne parce que ça enlasten, ça facilite le travail de ses employés. Quand vous dites que vous ne venez pas, l'école vous a déjà donné un contrat et l'école ne vit que au péchoir du hospital, donc de l'argent qui entre. Parce que quand vous faites la formation, l'État verse l'argent de votre formation à l'école, c'est des milliers d'euros. Parce qu'il faut dire qu'un étudiant qui est en formation coûte au minimum 50 000 euros à l'État allemand. Au minimum 50 000 euros à l'État. Un étudiant en formation professionnelle. Ouais, un peu. Donc, quand vous dites, OK, bon, voilà, l'école est perdante parce qu'il y a des écoles qui avaient la possibilité de donner les places aux gens et tout. Donc, et l'école vous dit, quand l'école vit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, eux, ils n'ont plus les moyens, ils sont en déficit pour payer leur personnel enseignant. Et après, ils se retrouvent, ils vous disent, voyez-vous, moi, je ne veux pas les mots de tête, je veux quelqu'un qui est sur le territoire allemand. Pour moi, c'est bon. Tant qu'il est là, il est sur place, ça me garantit au moins qu'il viendra. Donc, administrative Hürden, c'est ça, ça fait partie aussi, la procédure de visa, les conséquences. Voilà. Donc, ce sont des choses parfois très, très complexes. Voilà. Et parfois, on va refuser le visa pour des motifs variés, etc. Donc, les structures ne sont plus créées dans la certitude. Voilà. Donc, voilà le troisième aspect. Je vais revenir sur l'autre difficulté parce que c'est important d'éclairer la lanterne, parce qu'il faut être résilient. C'est pour ça que quand on commence à faire le dossier pour le hospital de la formation, il faut être résilient. Il ne faut pas mettre la pression parce que déjà, les gens qui ont vos dossiers sont sous pression. Il faut être résilient. Résilient. La résilience veut dire la patience. Parce que face à toutes ces difficultés, quand vous n'êtes pas recruteur, c'est déjà difficile parce qu'il faut convaincre les recruteurs à prendre votre dossier parce qu'ils ont une panoplie de dossiers, il y a une grosse concurrence. Donc, à un certain moment, c'est ça. Et je reviens même encore au niveau du recrutement. Parce qu'au niveau du recrutement, parfois vous avez un très bon dossier, vous dites que vous avez un B2. Mais quand vous dites, il y a l'entretien. Parce que quand vous donnez déjà l'entretien, soyons-en sûrs, si un recruteur vous donne un entretien, soyez-en sûr, c'est quasiment votre seule et unique chance. Parce que pour avoir un entretien, c'est très difficile. Seulement un entretien, c'est très difficile. Parce que les recruteurs, généralement, quand ils voient ça en dossier, ils mettent à côté, ils n'ouvrent même pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Donc, quand ils vous donnent la possibilité d'avoir un entretien, soyez premièrement ponctuel. De deux, préparez-vous. Parce que même quand vous avez un B2, vous avez les difficultés de parler, on met vos dossiers à côté. Il y a les gens qui parlent mieux, qui ont qui ont quasiment tout. On met vos dossiers à côté, on accepte les dossiers de ceux qui ont le B, qui sont sur place et qui s'expriment mieux.
Donc, il faut que nos apprenants sachent que ce n'est pas que le B2 avec 17, 18, je ne sais pas trop comment on quantifie les notes là-bas, ça ne suffit pas. Ce qui est plus important, c'est que vous êtes capable de produire dans un entretien. Donc, c'est ça. Et parfois, on perd des chances, on a des chances. Il y a beaucoup que je connais au Cameroun, en Afrique, qui ont eu des entretiens. Malheureusement, ça ne s'est pas bien passé. Ils se posent la question, on m'a vendu au village. Non, ce n'est pas une question de vendre au village. C'est une question d'être préparé. Voilà. Parce que c'est très important. Bon, je reviens sur un nouveau... Bon, c'est tellement long, hein, parce que je n'ai même pas encore posé la question. Je pense qu'il faut résumer. Il ne faut pas voilà. seulement... Parce que je sais qu'il y en a vraiment beaucoup à dire. Mais déjà, merci pour cette synthèse que tu as présentée. Tu as vraiment problématisé la situation. Le problème est très clairement ressorti. Le nombre de candidats, le nombre de candidatures, et aussi les difficultés administratives et aussi les réticences pour les procédures, que ce soit pour les reconnaissances, les forajustimo, l'approbation, que ce soit pour le visa, font partie des facteurs qui font que les employeurs sont réticents à recruter les étudiants qui sont à l'extérieur de l'Allemagne. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a des alternatives pour ces étudiants? Parce que nous savons tous qu'ils sont très nombreux, qui ont décidé de laisser l'université après le baccalauréat pour se consacrer à l'apprentissage de la langue allemande et qui ont passé une année, peut-être une année et demie à apprendre l'allemand et ont eu le certificat B2 et ont été motivés par le fait qu'en Allemagne, il y a des formations rémunérées et c'est ça qu'ils veulent venir faire en Allemagne. Bon, est-ce que, au vu de la difficulté de trouver des écoles, des contrats de formation, des employeurs qui peuvent leur donner des contrats, y a-t-il une alternative à leur proposer dans ce processus? Parce que le thème est bel et bien formation professionnelle ou bien études supérieures en Allemagne. Merci beaucoup pour avoir recentré le débat. Voilà, je vais aller directement à la question. Pour dire que, oui, évidemment, il y a des voies de contournement. Il y a des voies alternatives. Et même au niveau de la formation, hein, au niveau de la formation. Bon, moi, je vais aller droit au but, comme c'est ce que tu me demandes. On ne va pas trop détailler, sinon on fera 3 heures, d'autant plus qu'il y a d'autres possibilités. Bon, l'une des voies que je vais suggérer ici, c'est le type de formation. Alors, quand vous voulez faire la formation, soyez moins suiveurs. Ça, c'est pour les étudiants. Je m'adresse directement aux étudiants, qui pourraient être mes petits frères, mes grands frères, mes tontons, mes tatas. C'est soyez moins suiveurs. Ce n'est pas parce que Jean-Paul a fait les soins infirmiers, il a eu son contrat en soins infirmiers, que vous aussi, vous allez avoir un contrat en soins infirmiers. Alors, si vous avez fait une étude technique, vous êtes parti, vous avez fait maçonnerie à l'université, vous faites votre cours de langue, vous pouvez chercher, voilà, des formations dans votre domaine. Béton, Bauer, il y a les gens qui travaillent en route, les ouvriers, etc. On a besoin, on a vraiment fortement besoin des gens du bâtiment. Alors, si vous avez fait une formation, des études secondaires à maçonnerie, allez d'abord prioriser cela, parce que les soins infirmiers, c'est fermé. Je vais parler comme ça directement et aussi de façon familiale, en fait. C'est fermé quasiment. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on refuse les visas aux gens. Parce que on regarde votre parcours aujourd'hui. On dit que vous avez un bac technique, mais vous faites quoi en soins infirmiers? Commencez à prioriser certaines filières. Parfois, on a tendance à se lancer dans les soins infirmiers en oubliant que dans d'autres filières, il y a des places ouvertes. Les études statistiques montrent que, pour revenir à la question, ceux qui font dans la boucherie, les bouchers, il y a des formations qui durent 3 ans. Ceux qui font dans la logistique, la gastronomie, la restauration, tous ceux qui font dans les Lebensmittel, aujourd'hui, on a besoin. Parfois, vous allez voir, ce sont des gens qui cherchent les candidatures, ne voient pas. Et les statistiques disent que quasiment 50%, pour ce qui concerne la boucherie, les métiers de la viande, là, quasiment 50% des entreprises manquent les Ausbildenden. Wow. Faut dire.
Ça, c'est Il y des a, informations capitales. il y a, il y a des Fachverkauf, il y a beaucoup de choses. Quand vous partez sur, vous faites des recherches, vous vous rendez compte que mais, le flag est tellement plein. Mais il y a certains Camerounais que j'ai vus qui ont été schlau, qui ont dit, OK, moi, je vais faire gastronomie. Il y a ceux qui sont venus pour la logistique. Hein. Je connais ceux qui sont là pour la logistique, pour la gastronomie, restauration, etc. Alors, il y a ceux qui disent, non, je vais faire, au niveau du flag, je veux être infirmier. Il n'y a pas qu'infirmier. Dans la santé, par exemple, il y a d'autres trucs. Il y a medizinische Fachangestellte, des gens qui travaillent dans les bureaux des docteurs, là, qui reçoivent, qui font la comptabilité, qui font les prises de sang, etc. C'est très, très passionnant. Oui. Et là-bas, Au on Cameroun, ne on travaille pas le appelle ça dimanche. secrétaire médical. Oui. Voilà, merci beaucoup, docteur. Merci parce que tu es vraiment hyper ouvert par rapport à ça, oui, effectivement. Et ce sont les gens qu'on recherche. Et là-bas, on ne travaille pas les jours de fête, on ne travaille pas samedi, on ne travaille pas dimanche. Il y a beaucoup de filières, la logopédie, ergothérapie, etc., mais qui se font parfois à l'université. Donc, au niveau de la santé, il y a les techniciens des laboratoires, les gens ne savent pas. Ce n'est pas que les soins infirmiers. Et en fait, beaucoup choisissent les soins infirmiers, ils arrivent et après quelques temps, ils disent, je suis fatigué, ce n'est pas ce que je voulais. Ils décrochent même, parce que c'est aussi un facteur. Je vais parler des défauts, je ne vais pas revenir. L'un des défauts, c'est le décrochage. Beaucoup arrivent, ils sont surpris, ils disent que, mais c'est ça, je vais laver les gens comme ça toute ma vie. Après 6 mois de formation, ils décrochent, ils abandonnent. Alors que dans leur CV, ils avaient écrit qu'ils ont fait des puissants stages de soins infirmiers quelque part que vraiment, mieux qu'eux, il n'y avait pas. Le jour où vous arrivez, vous êtes surpris de la réalité. C'est pour ça qu'il fallait qu'on continue dans cette lancée-ci avec, je donne pleinement ma disponibilité vraiment pour éclairer la lanterne si l'occasion m'est donnée. Donc, il y a ça en fait, le choix de la filière, c'est le premier critère. En fonction de votre compétence et ce que vous avez déjà fait, c'est capital. Donc, si vous avez un baccalauréat A, vous pouvez décider de faire d'autres formations. Il y a les formations les étirs. Voilà, les gens qui font dans la formation, la pédagogie des enfants, il y a beaucoup de choses. Il y a des choses que quand vous avez des baccalauréats, vous pouvez justifier comme ça à l'ambassade, en fait. Dire non, j'ai toujours rêvé, faire un truc qui tend vers. Et il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que les choses techniques pour la formation. Il faut dire, il y a des formations sur le plan administratif, on peut être administrateur, on peut faire beaucoup de choses. Donc, il faut juste faire un bératon, se laisser bérater. Donc, généralement, c'est la deuxième alternative, deuxième solution, c'est qu'il faut se laisser préparer par quelqu'un de spécialisé. Donc, quand vous faites les cours de langue, vous êtes encore incertain, laissez-vous orienter par quelqu'un qui va vous dire, avec votre baccalauréat, vous pouvez faire ceci, cela. Aujourd'hui, il y a tout sur Internet, il y a l'intelligence artificielle, mais ça ne suffit pas. C'est les gens qui ont l'expérience. Donc, pour ça, on peut te contacter, on peut contacter, à travers toi, on peut me contacter, etc., pour vraiment détailler. Donc, il y a ce qu'on appelle le Berato. C'est l'une des raisons pour lesquelles en allemand, on parle du Berato. Dans tout ce que vous voulez faire, on parle du Berato. Vous voulez prendre une décision, decision making, un Berato, parce que ça vous permet de prendre une décision solide, surtout que c'est votre avenir qui se joue. Donc, voilà les deux premières approches pour ce qui est de la formation. Maintenant, s'il faut revenir au niveau d'une autre alternative, je dirais, trouver une place pour les familles qui n'ont pas de moyens, qui ont des moyens limités, etc. Trouver une place est souvent très difficile. Ce que je conseille à beaucoup d'apprenants, à la base, c'est quand vous avez le baccalauréat D, inscrivez-vous directement en soins infirmiers au pays. Inscrivez-vous directement en soins infirmiers ou dans une filière médicale. J'exige encore les filières médicales pour ceux qui ont le baccalauréat scientifique parce qu'on est dans la recherche, dans le besoin. Et aussi parce que quand vous terminez votre formation au pays, dans une école reconnue, parce qu'il y a beaucoup de petites écoles là qu'on voit qui poussent comme un champignon pour faire la formation, non, dans une école reconnue. Il y a des écoles d'infirmiers d'État reconnues par le ministère. Faites votre concours, vous entrez, faites vos 3 ans. Pendant que vous faites la formation, trouvez un peu de temps pour aller faire vos cours de langue. De telle manière que quand vous terminez la formation, vous avez votre B2. J'insiste sur le B2 parce que c'est le minimum pour faire une reconnaissance. La voie que beaucoup de personnes, des recruteurs ou des structures utilisent aujourd'hui, c'est la
le recrutement des infirmiers qui sont déjà professionnels, le recrutement des personnels soignants et non soignants qui sont déjà professionnels dans les pays de base. Voyez-vous aujourd'hui, la plupart des centres de langue au Cameroun, ils sont nombreux, regardez sur les réseaux sociaux, font cette publicité-là. Si vous êtes infirmier, on vous fait les cours de langue gratuits, on prend votre procédure à main gratuite jusqu'à ce que vous arrivez, et à la fin, quand vous êtes infirmier, vous nous donnez juste ce qu'on vous demande. Ça marche. Il y a les gens, aujourd'hui, il y a énormément de Camerounais, énormément d'Africains qui passent par cette voie-là. Pourquoi passer par cette voie? Parce que c'est une voie de contournement. Au pays, vous êtes encore là pendant les 3 ans, au lieu de galérer 3 ans à attendre un house building, une place, parce qu'aujourd'hui, le minimum d'attente, si vous n'avez pas des relations solides, le minimum d'attente aujourd'hui, c'est 2 ans, 1 an et demi, après votre baccalauréat, en moyenne. Pourquoi perdre le temps? Foncez immédiatement dans une filière professionnalisante qui va vous permettre de reconnaître vos diplômes. Oui, je parle de la reconnaissance du diplôme parce que le gouvernement allemand, à travers les LENDA, reconnaît les diplômes des infirmiers, des soignants, des psychothérapeutes, des gens qui ont fait logopédie, etc., dans des universités ou dans des écoles reconnues au Cameroun. Oui, on reconnaît leur diplôme aujourd'hui. Ça prend un peu de temps, mais après avoir reconnu leur diplôme, c'est-à-dire après avoir introduit la demande, je prends le cas du Baden-Württemberg, vous avez le Regierungspräsidium, vous envoyez vos diplômes de langue, vous envoyez les traductions, vous envoyez tout. Ils vont prüfen, donc ils vont examiner vos diplômes et ils vont vous envoyer un document qu'on appelle le Defizitbescheid. Je crois que j'ai noté ça quelque part, il y a d'autres appellations. Hein. Il y a le Feststellungsbescheid, oui. Bon, il y a le Bescheid über wesentliche Unterschiede. J'ai pris la peine vraiment de noter. C'est la même chose. En réalité, qu'est-ce qu'il y a dans ce document? Ce document dit, Monsieur X, Monsieur Ndokmo, comme vous êtes déjà infirmier dans votre pays, que vous avez le B2, sachez qu'on vous attribue déjà la qualification de Pflegehelfer, aide-soignant, d'office. Si vous voulez vous limiter là, et si vous ne voulez pas passer à l'étape suivante pour être infirmier, il n'y a pas de problème. Vous confirmez, on vous donne votre truc d'infirmier, d'aide-soignant. Depuis le Cameroun, déjà avec ton diplôme d'aide-soignant, tu peux voyager pour travailler en Allemagne. Parce que tu couvres le contrat, on est dans le besoin. Tu montres le diplôme et toi, on te recrute. Avec le diplôme d'aide-soignant, on te recrute. Mais tu ne vas pas travailler longtemps, tu n'as que 25 ans. Tu ne vas pas accepter de travailler aide-soignant, casser ton dos, tout ça. Tu vas te dire, quelle est l'étape suivante? Voilà. Quelle est l'étape suivante? On va vous dire, vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle un Kenntnisprüfung. Ça veut dire que le gouvernement local a pris votre candidature, vos dossiers. On a vu que, bon, il y a beaucoup de stages que vous n'avez pas fait, par exemple en gériatrie. Il y a des contenus, par exemple, de théorie que vous n'avez pas fait. On vous dit, vous avez quasiment 8 à 9 mois pour pouvoir. S'il y a une question, hein, il faut m'interrompre. Je crois qu'on y écoute. Oui, donc je pense que ces détails sur l'orientation après le bac, pour ceux qui ont déjà fait les formations en soins infirmiers ou ceux qui vont faire les formations en soins infirmiers au Cameroun, on peut faire une autre épisode du webinaire série. Oui, non, tout à fait. Mais ce qui est intéressant, oui, il faut chuter et je ne sais pas si tu vas répondre à la question des études. Voilà. Est-ce que les études en Allemagne peuvent être une alternative à cette difficulté ou problème que tu as présenté pour les places de formation en entreprise? On va y arriver parce que quand on est dans une lancée d'inspiration, c'est vrai que le temps ne nous permet pas parce que théoriquement, ce sont les choses je suis très inspiré. Hein? Il y a le dit que demain, il sera inspiré comme aujourd'hui.
Donc, Je donc, je suis donc t'assure. au niveau c'est aussi non, parce qu'à la base, en fait, pour ceux qui ont les centres de langue, etc., c'est mieux de faire d'informer quand un parent vient, de lui donner les pistes comme ça, en fait. Ce sont des choses qui sont très importantes. Donc, vous avez le déficit Béchamp, on vous dit, bon, vous allez aller faire un Canis profond. On reviendra plus tard. Mais le Canis profond qui vous permet, c'est un examen pratique et oral. Après quasiment 8 mois de stage, vous êtes évalué par la région et la région vous dit, OK, vous avez réussi, vous êtes infirmier diplômé d'État. Voyez-vous, vous avez raccourci votre parcours. Mais sachez que pendant les 8 mois que vous venez en Allemagne, vous travaillez, vous faites le stage, vous êtes payé comme un aide-soignant. Donc, vous êtes vraiment bien rémunéré à plus de 2500 € parfois, brut. Et c'est important aussi de le dire. On gagne beaucoup, énormément d'argent en si peu de temps. Pendant le stage, on fait des formations théoriques et à la fin, on fait l'examen, on est infirmier. Ça, c'est une autre voie parce que je préfère être exhaustif dans la question pour ce qui est des soins infirmiers. Maintenant, je reviens pour le prochain cas, qui est le cas des études. Puis, effectivement, il faut dire que, je vais chuter aussi par là, il faut dire que l'ambassade, déjà, au niveau du Cameroun, a augmenté les chances des étudiants d'avoir un visa étudiant. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les demandes se font dans une institution un peu différente de celle de l'ambassade. Il n'y a plus des exigences qu'avant, on disait, voilà, les grosses exigences, patati patata, de notes, etc. Donc, ce que je conseille à tous ces étudiants-ci qui ont déjà un B2, ça veut dire qu'ils ont la capacité, ils sont en capacité de faire un test TAF. Pour être inscrit directement à l'université, il faut le test TAF. Il faut un tel qui vous permet de vous inscrire, ou l'EST qui vous permet de vous inscrire directement à l'université. Et non faire les Vorbereitung squats. Le Vorbereitung squats. Et c'est là aussi une voie alternative pour dire que tous ces étudiants, parce que moi j'ai vu les dossiers des étudiants qui sont hyper jeunes, vous avez 21 ans, vous avez 20 ans, vous êtes jeune, vous perdez votre temps à attendre 25 ans pour avoir une place de house, donc vous n'êtes même pas sûr, parce qu'après, pour les femmes, il peut avoir une grossesse, il peut avoir un mariage, pour les hommes, après, il peut avoir des difficultés, il peut avoir ceci. Donc, profitez de la situation et faites la différence. Posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce que je dois faire à mon âge, en segmentant un peu. Vous avez 19 ans, vous dites, OK, je peux faire un test TAF. Parce que quand vous faites le test TAF, c'est ce qui se passe pour beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Vous avez la possibilité de vous inscrire immédiatement à l'université. Quand vous avez la possibilité de vous inscrire immédiatement à l'université, vous avez un sous-lasso définitif qui montre que ici vous êtes inscrit. Pas conditionné, parce qu'avant, beaucoup de Camerounais venaient, tout ce qu'ils ont fait pour la plupart des études aujourd'hui venaient, avec des admissions conditionnées au cours des langues. On admet monsieur Ndokmo à condition qu'au prochain semestre, par exemple, le Zoma semestre ou le Vinta semestre, qu'il ait le test TAF. Aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'à partir du Cameroun, on peut faire ces examens qui nous permettent d'avoir accès directement à moindre coût, parce que ça coûte plus moins qu'ici. Donc, vous venez à l'université, vous vous inscrivez, et il faut dire qu'à l'université, vous avez la possibilité, une voie d'entrée. Si vous voulez faire la formation plus tard, inscrivez-vous à l'université dans une filière qui correspond à votre type de baccalauréat pour avoir des facilités. Et quand vous êtes jeune, cherchez une filière. Il y a des universités qui donnent des places aujourd'hui. Ça, c'est une voie encore plus facile. Une fois que vous êtes arrivé pour l'université, si ça ne va pas, vous pouvez décider de faire la formation. Vu que vous êtes déjà sur place, vous avez un contrat, la plupart des Ausländer Behörden, donc des bureaux des étrangers, vous disent, OK, bon, voilà, si vous décidez de faire une formation, parfois c'est compliqué dans certaines zones, hein, ce n'est pas toujours idéal partout, mais il y a des régions où on vous dit, on ne complique pas, vous avez un titre de séjour, un paragraphe, je crois, je ne me rappelle plus, c'est le paragraphe 16 ou 18, quelque chose pour des études, et ensuite, on vous change de paragraphe pour la formation. Donc, quand vous êtes déjà sur place, c'est ça l'objectif. Entrer sur le territoire allemand. Vous pouvez venir pour les études, vous voyez que les études, ça correspond, ça vous aide bien, vous faites ingénieur, vous faites tout. Vous dites, OK, c'est bien pour ma position. Vous pouvez voir que les études, c'est dur, ça ne marche pas, ça ne va pas, et puis vous êtes passionné par rapport à la formation. Et pendant vos études, vous avez la possibilité de faire un pratiquum. Un stage, vous venez, vous faites un stage d'observation dans un hôpital, un structure de santé, vous voyez, ça vous plaît pas, vous allez faire un stage ailleurs, mais du moins, vous avez votre contrat, vous pouvez
voilà, évoluer. Parce que le plus important, c'est d'entrer. Une fois quand vous êtes entré, vous pouvez changer de filière. Ce n'est pas toujours évident. Ça dépend des bureaux des étrangers, des régions où vous êtes. Mais il y a des régions qui sont très flexibles sur ce point. Maintenant, pour ce qui est des études, il faut dire l'accès en soins infirmiers est aussi abordable. Quand vous avez votre test DAF, il y a beaucoup d'universités. Pour revenir à ta question, M. Lionel, il y a des universités, j'ai fait des mentions. Je crois dans la zone Brandenburg, je ne sais pas, j'avais fait quelques recherches là, Brandenburg, à Bochum, à Freiburg, un peu à Würzburg, dans le Bayern, quasiment dans presque toutes les régions. Il y a des écoles, il y a des Hochschulen qui offrent la formation en Pflegewissenschaft dans presque toutes les régions. Si un étudiant est intéressé, on peut approfondir demain. Ça peut être un thème aussi d'approfondissement demain. Quelles sont les zones, quelles sont les universités où on peut vraiment s'inscrire, ou quelles sont les filières d'université où on peut s'inscrire pour venir à l'université. L'université, pour moi, c'est l'une des choses idéales, mais il faut savoir, je ne chute pas là parce que c'est important aussi, M. Lionel, c'est que pour l'université, vous devez déposer une caution. Et aujourd'hui, c'est aussi facile, c'est aussi flexible. Donc, vous déposer une caution et la caution s'élève aujourd'hui à, je crois que je t'avais fait part de ça, M. Lionel. C'est 1030 euros par mois, donc 12 360 euros pour l'année. 12 360. C'est combien en France CFA à peu près? C'est dans les ça fait environ 8 millions. 8 millions de francs CFA. Oui, c'est dans les 8 millions de francs CFA. Oui. Bon, après, la caution, quand vous mettez la caution, c'est à votre nom. Hein. Si les parents ont prêté l'argent, la caution, c'est au nom de l'étudiant. Et ça, soyez en on ne peut pas détourner votre caution. Donc, ça veut dire que quand vous allez vouloir ouvrir la caution, vous faites signe. On va contacter la banque. Avant, c'était la Deutsche Bank, mais maintenant, il y a d'autres banques aussi qui permettent de faire des comptes bloqués au nom de l'étudiant. Et il faut savoir que ce n'est que l'étudiant qui peut débloquer le compte à travers l'ambassade. Donc, si les études ne marchent pas et tout, qu'il a les visas répétés refusés, il va remplir un formulaire à l'ambassade signé et envoyer ça par poste en original à la banque qui va virer l'argent au compte indiqué. C'est comme ça qu'on récupère l'argent. Mais aucune autre personne, à part vous, ne peut débloquer cet argent. Donc, c'est un argent, quand vous mettez, c'est un investissement pour les parents qui ne se dérangent pas. C'est beaucoup d'argent. Mais pour les étudiants qui ont les familles assez aisées, tant mieux. Je peux comprendre que la formation soit la voie évidente pour les gens qui, les familles non aisées. Mais il faut dire que il y a cela 10 ans, 20 ans, 15 ans, il n'y avait pas de hospital. Donc, les gens qui venaient en Allemagne, que vous soyez des familles aisées ou pas, il fallait mettre la caution. Et la caution n'était pas de moins. Donc, c'est un peu ça. Monsieur, j'ai une question. Oui. Et pour les littéraires, il n'y a pas de débouchés là-bas, formation, études. Et aussi, je me disais que l'Allemagne était en pénurie de soins infirmiers, raison pour laquelle les gens se bousculaient pour faire les formations et tout. Tout à fait. Oui, je crois que c'est tout. Hein. Oui, oui je te remercie déjà, Oniel, parce que c'est une très bonne question pour les littéraires. Et je reviens à la deuxième question, c'est celle de la pénurie. Bon, on a un manque de personnel soignant, hein, quasiment de 200 000 à 400 000 infirmiers. Il manque au moins 400 000 à 250 000 infirmiers dans cette tranche-là. Donc, le besoin est toujours là. Pour une population de quasiment plus de 80 millions d'habitants, il faut dire que le besoin est toujours là. Donc, ça n'a pas changé. C'est juste le contexte. Parce que le besoin est toujours là, mais il faut savoir que la société est influencée par la politique. Dans tous les pays aujourd'hui, c'est la montée de l'extrême droite, on a peur des étrangers, c'est cette phobie des étrangers, etc. Ça influence aussi les politiques, même quand on est dans le besoin. Tu vois un peu. Donc, le besoin est toujours là de toutes les façons. Parce que quand tu vas sur Internet, tu tapes Jobbörse, Arbeitsagentur, tu vas dans le site, tu tapes Ausbildung, tu cliques sur Ausbildung, tu mets Ausbildung Pflege. Dans l'Allemagne, tu vas voir il y a au moins 9 000 à 8 000 endroits, postes de candidature qui ne sont pas couverts, en fait. Et ça sont les gens qui n'ont que mis dans le site du Arbeitsagentur parce qu'il y a des structures qui ont mis dans leur site Internet. Donc, on a vraiment besoin. Le besoin est toujours là, en fait. Donc, ça ne change pas. D'accord, monsieur. Maintenant, pour revenir à la littérature, bien évidemment, il y a beaucoup de choses. Et l'avantage que tu as, c'est que tu n'es pas au Cameroun. L'avantage, c'est que tu es
tu es en Turquie. Bien évidemment, il faut dire que la Turquie a beaucoup, l'Allemagne a beaucoup, c'est la première communauté étrangère. Il y a plus de 1 million à 2 millions de Turcs en Allemagne. Donc, Il y a 4 l'ambassade millions de travaille Turcs en beaucoup. Allemagne. Voilà. Donc, je parle sous le contrôle même de quelqu'un qui s'y connaît, Auswendig. Voilà. Donc, il faut dire que l'ambassade a vraiment un travail lourd et bien. Mais de toutes les façons, les opportunités pour les littéraires, il y en a. Il y en a. Ça dépend du type de formation, le type de formation que tu as déjà eu à la base. Quand je parle de littéraire, c'est quoi? C'est le baccalauréat A, c'est le baccalauréat... Ah, c'est tout. Ouais, Baccalauréat. le baccalauréat A, tu peux faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire, pas seulement les soins. Tu peux faire des filières, parce que le plus important, comme j'ai dit, c'est de venir en Allemagne. Parce que quand tu es en Allemagne déjà, tu peux faire après tout ce que tu veux. Donc, soit de la Turquie, tu cherches déjà une formation qui te permet de faire ta reconnaissance du diplôme en Allemagne, qui te facilite cette reconnaissance du diplôme, s'il y a possibilité. S'il n'y a pas possibilité, il faut choisir les voies alternatives. D'accord. Et si l'Allemagne est... Docteur, oui, Si l'Allemagne est fini, complexe, je voulais dire quelque chose. si l'Allemagne est complexe, on peut approfondir sur des autres voies, sur les autres possibilités, parce que je connais beaucoup qui sont venus de la Turquie, qui sont passés dans d'autres pays qui ne sont pas l'Allemagne, qui sont bien. Donc, c'est un peu ça. Je laisse le contrôle, je laisse le docteur te répondre, je bois un peu d'eau. Oui, D'accord. docteur. Donc, je voulais renchérir ce que tu as dit parce que les voies pour venir en Allemagne sont multiples. Pour ceux qui sont en Turquie ou dans d'autres pays dont les visas pour l'Allemagne sont facilités, l'Allemagne a plusieurs programmes de visas, parmi lesquels les visas pour faire un programme de volontariat, par exemple, qui ne nécessite pas un haut niveau de connaissance de langue allemande, peut-être avec un A2, B1, quelqu'un qui est en Turquie peut venir en Allemagne sans problème. Il y a les visas pour la recherche des contrats de formation. C'est un visa de 9 mois qui permet à quelqu'un qui a déjà un B1 en Turquie, ou bien au Congo, ou bien dans les pays comme le Sénégal, comme la Guinée, de venir en Allemagne chercher un contrat de formation qui va lui permettre de se former. Ce sont des visas transformables. Il y a le visa pour la recherche d'une université. Donc, quelqu'un qui a un A2 ou un B1 en Turquie ou au Cameroun ou au Congo peut venir en Allemagne avec un visa pour chercher une université où il va s'inscrire. Mais tous ces visas, il y en a tellement. Il y a les visas, le visa formation, bon, il faut avoir un contrat, mais les contrats de formation étant à l'étranger sont difficiles à obtenir à cause de la haute demande des personnes qui sont déjà sur place. Donc, comme le docteur Arnaud Yedou l'a dit, ce serait bien de trouver une voie déjà pour venir en Allemagne, que ce soit par les études, par les volontariats, par les au pair, par exemple. Au pair, c'est pour les filles qui ont les A2, les A1 et qui viennent en Allemagne pour rester d'abord dans une famille d'accueil, apprendre l'allemand et ensuite trouver un contrat de formation ou bien une université. Donc, il y a ces voies qui sont exploitables comme alternative au fait que ayant déjà un B2, c'est difficile de trouver un contrat directement étant à l'étranger. Mais cela n'empêche qu'il y a des gens qui trouvent toujours des contrats. Il y a des facilitateurs, par exemple, qui ont des partenariats directs avec des centres de pratiquum dans des entreprises et qui donnent des contrats directs à des personnes. Mais ces raccourcis sont difficiles à trouver et même quand on en trouve, ils sont déjà saturés. Et comme le docteur Yedou l'a dit, il y a des centaines de candidats par entreprise pour 2 places, pour les étrangers, parfois 4 places. Et c'est difficile. Il faut vraiment, vraiment
trouver des alternatives pour tous ces étudiants, parce qu'il y a des milliers d'étudiants qui ont appris l'allemand en 2025, 2024, 2025, et qui se retrouvent aujourd'hui avec des certificats de langue et qui aimeraient bien venir en Allemagne pour faire une formation professionnelle. Et le docteur l'a dit, la formation professionnelle n'est pas la seule voie par laquelle les gens peuvent venir. Il y a les études, donc les études sont ouvertes. Il faut seulement avoir une caution bancaire. Il y a les visas pour venir chercher un contrat. Il y a des visas pour venir chercher une université, parce que c'est aussi possible d'avoir un visa de 9 mois pour venir chercher une université. Et pour les cautions bancaires, les parents peuvent chercher à rassembler l'argent. Il y a des institutions financières en Allemagne qui gèrent cela. Il y a les Fintiba, il y en a tellement. Bon, je ne peux pas les citer, ce n'est pas pour faire la publicité, mais c'est des institutions qui facilitent la création d'un compte bancaire aux étudiants en Allemagne et le virement des montants nécessaires pour justifier sa prise en charge. Et enfin, il y a également les cautions bancaires ou les prises en charge signées par des personnes qui vivent et travaillent en Allemagne, qui peuvent signer une prise en charge pour des personnes qui veulent étudier ou qui veulent venir en Allemagne pour chercher un contrat ou pour avoir un visa pour la recherche d'une université. Donc, ce sont des voies qu'on pourra exploiter. Le but d'aujourd'hui, c'était de vous présenter cette différence entre la formation professionnelle et les études supérieures. Ce sujet a été très bien abordé par le docteur Yedou. Moi, je l'appelle toujours docteur. C'est lui qui refuse, qui n'est pas docteur, mais Honoris causa. oui, oui. Ça a été vraiment très bien détaillé, que ce soit la technicité de la formation professionnelle et aussi la théoricité de la formation des études supérieures et la relation qu'il y a entre les deux et comment passer de formation à études. Tout a été détaillé dans dans ce premier webinaire. Donc, nous allons enchaîner. Je pense que pour aujourd'hui, on a vraiment beaucoup dit. Il faudrait qu'on garde la suite, le meilleur pour la fin, parce qu'il y en a une autre série qui viendra. Il y a également d'autres intervenants, par exemple, qui pourront être invités, des personnes qui ont fait des études complètes en Allemagne et qui aujourd'hui travaillent ou qui sont dans le monde professionnel, qui pourront également partager leur expérience avec les jeunes que vous êtes, ceux qui sont en Turquie, au Cameroun, au Congo, au Togo, et nous avons vraiment, vraiment beaucoup de personnes qui pourraient être informées à travers ces webinaires. Donc, je vais laisser le mot de la fin. Bon, peut-être, Monsieur Ronil, si tu avais encore une question. Les étudiants qui auront des questions après avoir vu ce webinaire peuvent écrire dans la messagerie de la vidéo ou bien écrire directement dans les groupes WhatsApp où cette vidéo seront partagées et vous aurez des réponses à ces questions dans les webinaires suivants. Donc, Monsieur Arnaud ou Monsieur Ronil, si vous avez quelque chose à ajouter, je vous laisse la parole. Non, je n'ai plus de questions à ajouter. Bon, et là, monsieur Yeb doit tout expliquer. Bon, il aussi, bon, après la formation, bon, je ne sais pas encore là. Bon, après la formation en soins infirmiers, c'est possible de faire formation continue pour se spécialiser dans un domaine précis. Comment dire? Vous avez bien expliqué cette partie-là, vous avez bien expliqué l'autre là. Bon, ça va, il n'y a pas de problème, aucune question. Oui. Non, non, la question est pertinente, je l'ai saisie déjà avant que elle ne soit terminée. Oui, il y a la possibilité de faire des formations continues, ce qu'on appelle le Weiterbildung, en fait. Donc, quand tu es infirmier, il faut savoir que tu as après, selon l'expérience professionnelle que tu as accès à certaines formations continues. Bon, je vais prendre l'exemple de Pflegedienstleiter, PDL. Parfois, on te demande 4 ans, 2 ans. Pour le Praxisanleitung, pour encadrer les étudiants, parfois on te demande 2 ans. Il y a la formation en expertise dans les plaies et cicatrisation. Il y a la formation que tu peux continuer en opération, en intensive station, en psychiatrie, en gérontopsychiatrie, etc. Et il faut dire que quand tu as ces formations supplémentaires,
tu es mieux payé. Donc, tu es placé sur une échelle encore plus élevée qui te permet de gagner un peu plus que les étudiants ou les infirmiers qui se sont limités à leurs 3 ans. Donc, au-delà du fait que tu peux continuer à l'université, que tu puisses continuer à l'université, parce que c'est aussi une possibilité de continuer à l'université dans plusieurs domaines, que ce soit la gérontologie, que ce soit, il y a beaucoup de domaines variés que tu peux faire, soit en ligne, soit en présentiel, parce que l'Allemagne est vraiment hyper bien mise pour ce qui est des formations continues et des formations après le diplôme d'infirmier. Mais je crois qu'on aura l'occasion quand même de revenir de façon détaillée sur les formations exactes qu'il y a et les conditions qu'il faut remplir pour avoir accès à ces formations-là. D'accord, monsieur. Donc, je pense que nous sommes arrivés au terme de de ce premier Tout à webinaire. fait. Je Merci vais dire beaucoup. un grand merci au docteur Arnaud Yepdou pour ce partage d'expérience. Ça va faire plaisir à beaucoup de gens de connaître ton parcours et de voir la différence qu'il y a entre formation professionnelle et études supérieures en Allemagne, surtout que tu as très bien détaillé pour ce qui concerne le secteur des soins infirmiers dans lequel tu exerces. Il y aura également d'autres personnes qui auront la chance de venir dans cette série de webinaires, partager leur expérience, les mécaniciens, je pense déjà à quelqu'un, des gens qui font dans le génie civil. C'est très important de faire Tout la à fait. différence entre ceux qui se forment directement après le BEPC, dans le Mittelreif, et ceux qui ont le baccalauréat ou habitent en Allemagne et font l'université. Qu'est-ce qui fait la différence sur le terrain? C'est bien de voir ça. Et les mécaniciens, je pense que c'est très évident. Il y a tellement de secteurs d'activité. Et en Allemagne, il y a un accent poussé sur la formation professionnelle parce que l'Allemagne, c'est un pays industriel et ils aiment beaucoup les ouvriers qualifiés. C'est pourquoi depuis des siècles, l'Allemagne a mis un accent sur la formation professionnelle qui est d'abord très, très recherchée par les industries et aussi qui donne une certaine qualité à la production allemande. En tout cas, pour aujourd'hui, on a appris beaucoup de ce qui concerne le secteur des soins infirmiers et nous allons arrêter pour aujourd'hui. Merci. Merci encore, Dr. Arnaud Yepdou, et surtout merci pour ta disponibilité. Merci Tous beaucoup. les étudiants qui Merci. ont déjà reçu tes mails, qui ont déjà qui savent que tu as leur dossier, pourront bien comprendre la difficulté que tu as, que nous avons à trouver des places pour eux et pourront savoir qu'il y a des alternatives qui peuvent leur être présentées. En tout cas, ce n'est qu'un début. On aura l'occasion d'en discuter demain et après-demain. Merci beaucoup, docteur Lionel. Merci infiniment. C'était un plaisir. Ouais. Et merci pour les questions. Merci à Ronil. Oui. Ronilde, hein. Il fallait souvent qu'on change à Ronilde, Ronaldo. Parce que oui. Ah ouais. les parents avaient passé à Ronaldo, Luis Nazario. Oui. En Ouais. tout cas, je Bon, pense que demain ou après-demain ou le week-end prochain, on va refaire un autre webinaire. On parlera du volontariat parce que Ronil, il est en Turquie, il a un B1 et il aimerait venir en Allemagne. Je pense que c'est le volontariat à la diaconie, même là où Monsieur Arnaud est enseignant. C'est une opportunité directement de connexion. Je pense qu'il y a ces facilitations-là. Donc, il y a tellement de perspectives dans ce projet et ces webinaires pourront beaucoup informer et surtout ouvrir un peu les perspectives aux étudiants, ne pas être focalisés sur l'obtention du B2 formation, mais exploiter les différentes alternatives qui se présentent pour venir en Allemagne et trouver son chemin. d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bonne Merci soirée. beaucoup. Ensemble. Ciao. Merci à Ciao. tous. Ciao. Ciao.